Et oui, à 9h08 maintenant, lendemain du réveillon de Noël et de la traditionnelle messe de minuit. Alors, pas d'interdiction hier soir, pas de couvre-feu, mais des recommandations sanitaires. On va y revenir, bien sûr, avec nos débatteurs. Et cette question, en tout cas, que l'on vous pose depuis ce matin sur nos réseaux sociaux. Le Covid-19 a-t-il bouleversé finalement votre réveillon de Noël? Vous votez notamment sur Twitter et sur Facebook. Pour l'instant, sur Twitter, vous dites non à 71%. Ça n'a pas changé pour votre réveillon de Noël, avec plusieurs témoignages, notamment cette auditrice qui nous dit que elle, oui, la Covid-19 a bouleversé la forme de son réveillon de Noël, mais pas le fond. Au contraire, ça a permis de retrouver le sens du partage et de l'amour, même peu de temps ensemble ou à distance. En tout cas, vous continuez bien sûr de voter, de réagir sur Twitter, sur Facebook, et puis vous nous appelez. Bien sûr, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio à l'antenne 0826 300 300. Avec nous ce matin, deux invités pour s'informer, pour débattre. Je les remercie par avance d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Et je vous les présente. Tout d'abord, le père Cédric Delasserre, qui est vicaire à Issy-les-Moulineaux. Bonjour. Bonjour, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël aussi au docteur Bruno Megarban, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, joyeux Noël aussi. Merci, vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière. Bruno Megarban, compte tenu de la situation en ce moment très particulière, il faut l'avouer, c'était possible d'envisager un réveillon de Noël qui ne soit pas totalement bouleversé, chamboulé ? Oui, tout à fait, effectivement, il faut, on l'a redit maintes fois, apprendre à vivre avec ce virus. Malheureusement, depuis maintenant 1 an, ce virus sévit partout sur la planète. Il n'y a aucune raison qu'il disparaisse spontanément tant qu'il persiste des personnes qui ne l'ont pas rencontré. Et donc effectivement, il faut s'adapter à sa présence, appliquer un certain nombre de mesures de prévention pour éviter qu'il se dissémine, et pour autant vivre quasi normalement. On peut rappeler déjà de base pour nos auditeurs les principales recommandations justement pour éviter le risque de contamination. Oui, tout à fait. On va dire, on connaît parfaitement les modalités de transmission du virus, essentiellement par voie respiratoire, au travers des particules de salive que l'on peut émettre lorsque l'on parle, mais également sur les mains si on ne se les nettoie pas de façon satisfaisante. Et donc les mesures correctrices sont d'abord des mesures barrières, c'est-à-dire maintenir une certaine distance de plus de 1 mètre entre deux personnes, se laver les mains très régulièrement aux solutions hydroalcooliques, aérer les pièces dans lesquelles on se trouve, éviter les rassemblements avec de multiples personnes dans un espace clos. Et lorsqu'on ne peut pas appliquer ces mesures, lorsqu'on ne peut pas garder cette distance de 1 mètre, il faut mettre le masque. C'est pourquoi d'ailleurs, depuis maintenant quelques mois, le masque est recommandé de façon universelle partout dans l'espace clos et de façon très large dans l'espace ouvert également. Alors Cédric Delasserre, on a entendu justement à l'instant ce que nous rappelait finalement Bruno Megarban. Vous aviez des messes hier pour fêter Noël avec vos fidèles. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Pas de couvre-feu, donc ça c'était la bonne nouvelle avec cette messe de minuit possible. Comment vous êtes organisé finalement dans ces conditions un peu particulières ? Ouais, les conditions sont un peu particulières et moi je suis assez surpris de voir à quel point les personnes qui sont venues aux messes sont désireux de se respecter les uns les autres, sont désireux d'être prudents, de respecter le bien commun et la santé de tous. Alors concrètement, comment est-ce qu'on s'est organisé ? On a multiplié le nombre de messes pour diluer les gens sur plus grande fréquence. Donc on a doublé le nombre de messes. Et puis, dans chaque église, pour chaque messe, il y avait un protocole extrêmement strict, déjà rodé ces dernières semaines. Un rang sur 2 était complètement neutralisé, et dans les rangs non neutralisés, il devait y avoir 2 places vides entre chaque personne ou chaque famille vivant sous le même toit. À cela, il y avait évidemment le port du masque obligatoire pour tout le monde, ça c'était non négociable, la désinfection des mains avant de rentrer dans l'église, l'aération de l'église avant les offices et pendant les offices, la communion dans la main, enfin voilà, tout un ensemble de règles très rigoureuses,
parfaitement respecté, hein. Je suis très touché même de voir à quel point les gens étaient attentifs les uns aux autres pour respecter ces règles-là et pouvoir vivre quelque chose à la fois ensemble et en même temps très prudent. Est-ce que justement, alors en termes de fréquentation, est-ce que vous avez eu bien le même nombre de fidèles, plus ou moins bien sûr, mais est-ce que finalement la fréquentation était plus ou moins la même, répartie bien sûr avec ce doublement du nombre de messes, mais la fréquentation a-t-elle été la même que les années précédentes au final, ou est-ce que pour certains il y a eu une inquiétude? Alors, j'ai pas le compas dans l'œil. Je pense qu'il y a eu un peu moins de monde, Ouais. mais à vrai dire, j'en espérais moins. Il y en a eu plus que je ne croyais. Donc, il y a eu finalement pas mal de monde. Je pense que beaucoup de gens ont aussi éprouvé le besoin de se retrouver. Vous savez, Noël, c'est un moment très douloureux quand on doit le vivre tout seul, enfermé chez soi. Et on a besoin, hein, c'est dans notre humanité, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de se rassembler, même très prudemment. On a besoin de vivre des choses ensemble. Sinon, il y a des gens qui dépérissent. Et je crois que ce besoin-là a été une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont venus. Même des gens que je connais peu d'ailleurs, que je vois pas habituellement, étaient là hier soir. Bruno Megerman, on l'a entendu. Alors, il y a l'aspect peut-être psychologique aussi en prime. On sait que ça a fait des dégâts, et ça fait des dégâts dans cette crise sanitaire que l'on vit. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça. C'est aussi pour Noël, au-delà du respect des consignes que vous avez rappelées, l'important c'est aussi de pouvoir soigner son esprit d'une certaine façon, psychologiquement, de pouvoir tenir grâce à ces rassemblements, en tout cas de pouvoir retrouver du lien avec sa famille notamment. Oui, tout à fait. Noël, c'est une fête de joie, de partage. Donc effectivement, c'était très important de pouvoir avoir cet intermède dans cette période très difficile de stress, d'angoisse pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, nous avons été contraints d'utiliser un certain nombre de mesures de prévention, car il faut le rappeler, l'infection peut être extrêmement grave chez certaines personnes, notamment les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. On peut y laisser sa vie, et donc effectivement, il faut être prudent. Heureusement pour nous, les moyens de prévention sont relativement simples malgré tout à appliquer. Il faut simplement s'y contraindre, mais ceci n'empêche pas évidemment de pouvoir vivre pleinement ces fêtes de Noël, notamment en famille. Alors Bruno Megerban, on l'entendait, des consignes sanitaires strictes, respectées dans les églises hier soir, à nouveau aujourd'hui. C'est l'occasion de rappeler aussi que ce virus n'est pas parti, qu'on reste sur un plateau haut. Quelle est la situation chez vous, à l'hôpital de Lariboisière, en ce moment, pour cette fin d'année? Alors, vous l'avez très bien dit. Donc, effectivement, nous sommes actuellement sur un plateau relativement important, 3 fois plus important que ce que l'on aurait souhaité en termes de contamination quotidienne. Donc, nous sommes aux environs de 15 à 20 000 contaminations jour, alors que l'on aurait préféré être à 5 000 contaminations par jour. Alors, à l'hôpital, aujourd'hui, notamment en Île-de-France, la situation est parfaitement sous contrôle. Dans le service, nous avons encore 8 patients qui sont là pour la Covid-19 en réanimation sur les 18 lits dont nous disposons. Malheureusement, ce sont tous des patients en situation de menace vitale extrêmement grave. Ils sont tous intubés, ventilés, ils luttent tous pour la survie. Ce sont des patients qui sont déjà là depuis plus de 1 mois et demi. On espère qu'ils vont s'en sortir, mais comme vous le savez, malheureusement, dans beaucoup de cas, l'issue d'une infection grave par la Covid-19 reste le décès. On a entendu, ça reste encore... il y a une circulation du virus encore présente, avec des risques de complications, et c'est important de les rappeler comme vous l'avez fait. Comment on peut expliquer ce qu'on constate actuellement, c'est-à-dire d'être sur un plateau haut après ce couvre-feu, ce confinement, alors qu'on avait eu, lors de l'après-premier confinement, une baisse assez rapide finalement des cas d'infection ou de personnes devant être hospitalisées? Alors, il y a plusieurs explications. La première, il est probable que le confinement ait été mis en place un tout petit peu avec délai. La seconde, effectivement, c'est qu'on est sorti plus rapidement du confinement plus strict, c'est-à-dire on a autorisé la réouverture des commerces dits non essentiels, et ceci est à l'origine très clairement d'interactions sociales qui, malgré tout, diffusent le virus. Par ailleurs, probablement aussi, comme vous l'avez dit, évidemment, il y a un certain relâchement
de la population, qui en a relativement assez de ces conditions de vie difficiles. Et enfin, surtout, nous sommes désormais en hiver, et c'est la grosse différence par rapport au pic épidémique de mars-avril. Il fait froid, et d'ailleurs, vous l'avez constaté, la circulation du virus est la plus élevée aujourd'hui dans les régions de l'Est et de Bourgogne, où il fait le plus froid. Notamment autour du Jura, hein, je note. Exactement. Oui, sur autre question qui nous a été pas mal posée hein, sur les réseaux sociaux, notamment, c'est cette inquiétude qu'il y a potentiellement avec cette mutation plus contagieuse en Angleterre, en Afrique du Sud. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de cas en France, même si du côté du gouvernement, on nous disait qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait probablement des cas ou que certains cas circulent déjà actuellement. On en est où de cette situation-là, Bruno Megarban? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter éventuellement? Alors effectivement, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de cette souche virale sur le territoire national, probablement parce qu'on n'a pas suffisamment séquencé les virus qui circulent, mais il est très probable que ce virus circule déjà, car nos frontières, évidemment, ne sont pas imperméables, même si récemment, les frontières avec le Royaume-Uni ont été fermées. Quand vous dites juste... Il ne faut pas avoir plus de peur que ça de cette souche virale. D'accord. Le virus mute très régulièrement. C'est un phénomène naturel. On estime à peu près à 10 000, voire plus, de mutations qui ont déjà eu lieu. Simplement, ici, c'est un virus qui cumule un certain nombre de mutations qui pourrait lui donner la capacité de se répandre plus facilement. Ceci n'est pas encore clairement démontré. À l'inverse, ce que l'on sait, c'est aujourd'hui, avec ce virus, on ne risque pas de faire plus fréquemment de formes graves, on ne risque pas de mourir plus fréquemment. Oui. Et surtout, et c'est ça la chose rassurante, le vaccin qui est en cours de commercialisation et qui sera désormais utilisé à partir de dimanche, eh bien, il est suffisamment efficace pour se défendre contre cette souche aussi. On va poursuivre nos discussions dans un instant. Bruno Megarban, un médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière, et Cédric Delasserre qu'on va retrouver juste après avec nous, vicaire de ici les Moulineaux. Je vous rappelle en attendant la question du jour, le Covid-19 a-t-il bouleversé votre réveillon de Noël? Vous votez sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Sur Twitter, vous répondez non à 70%, donc assez largement, mais vous continuez bien sûr à voter, à réagir sur nos réseaux sociaux. On revient dans quelques instants pour notre débat sur Sud Radio, 9h20. Et on poursuit bien sûr notre débat du jour avec cette question. Je vous le rappelle, bah oui, on est au lendemain du réveillon de Noël et on vous demande si eh bien, ce Covid-19 a bouleversé ce réveillon de Noël que vous avez vécu hier soir, que peut-être vous allez vivre de nouveau ce midi avec vos proches, votre famille. On en débat ce matin, on en parle avec Bruno Megarban qui est médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière, et puis avec le père Cédric Delasserre, vicaire à ici les Moulineaux, et puis avec vous, bien sûr, 0826 300 300. Et nous sommes en ligne avec Nadine qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et joyeux Noël à vous. Merci à vous aussi. Merci de m'avoir donné la parole et joyeux Noël à tout le monde. Bah voilà. Avec grand plaisir. Comment ça s'est passé pour vous ce réveillon? Est-ce que ça a un peu changé d'habitude? Non, c'était très tranquille. Voilà, donc comme d'habitude, on n'a pas changé nos habitudes. On nous a déjà assez chamboulés tout le mois de décembre, enfin depuis un an, quoi. Donc on a décidé que à Noël, on faisait comme d'habitude. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire que sur les recommandations sanitaires, vous n'avez pas forcément suivi vous-même? On n'a pas pu supprimer les enfants entre-temps, hein, voilà. Donc ça faisait un petit peu plus que 6 à table. Après, voilà. Les enfants, ça compte pas forcément dans les 6, c'est ce qu'on nous disait. On demandera d'ailleurs à Bruno Megarban juste après, oui. Oui, voilà. Non, moi je voulais comme je vis dans le Grand Est, alors moi je voudrais savoir pourquoi au Luxembourg il n'y a pas de décès ou très peu, et à 20 km on nous annonce des catastrophes. Eh ben c'est curieux ça. Eh ben on va poser la question. Voilà. Et de deux, on n'a pas de marché de Noël. La ville, c'est une ville morte, Metz, je parle de la ville de Metz. Vous êtes à Metz, d'accord. Oui, voilà. Les commerces ont mis la clé sur la porte lors du premier confinement. C'est une ville
c'est une catastrophe. Économiquement, c'est plus une catastrophe. Alors j'aimerais savoir jusqu'où on va. On interdit les églises, on interdit les marchés de Noël. C'est pas pour vous. Oui. Vous n'avez pas. Oui, voilà, Parce que sur les messes, voilà. vous n'avez pas eu du coup. Alors là, je sais pas si il me semble que cette année il y en a. Parce que le gouvernement n'a pas interdit sur les messes. On est d'ailleurs, on en parlera à l'instant avec Cédric de la Serre. Les traditions, c'est supprimé. Pas de Saint-Nicolas, pas de marché de Noël. Il y avait beaucoup de commerçants du Sud-Ouest qui venaient avec les chalets et tout ça. Donc je suppose qu'eux, ils ont été touchés gravement aussi au niveau économique. Alors nous, il n'y a plus de centre-ville. Il n'y a plus rien. La moitié, alors, je ne parle même pas des restaurants et des bars qui sont en train de fermer. Bien sûr. Nadine, on va faire réagir nos invités. Un grand merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, Nadine. Et encore joyeuse fête, même si on sent que vous êtes en tout cas remonté, et vous l'avez dit. En tout cas, Bruno Megarban, juste d'un mot par rapport à la question qu'elle posait, notamment par rapport au Luxembourg. Et on a entendu, en tout cas, elle qui vit à Metz, effectivement, dans l'Est, on fait attention parce qu'il y a ce regain en tout cas. Alors, pendant que vous parliez, je me suis permis d'aller sur Internet pour sortir les chiffres du Luxembourg. Oui. Je crois que malheureusement, le Luxembourg est comme tous les autres pays d'Europe et comme tous les autres pays du monde atteint par la Covid. Donc, pour 600 000 habitants au Luxembourg, vous avez actuellement 45 000 cas et 458 décès. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Covid-19 au Luxembourg. Alors, je n'ai pas fait les calculs pour savoir où se situe le Luxembourg par rapport aux autres pays. Malgré tout, s'il y avait des différences, il faut les rapporter essentiellement au mode de vie, à la qualité d'application des mesures barrières, évidemment aussi à l'âge de la population et aux comorbidités. Voilà, mais je crois que malheureusement, tous les pays européens sont un peu dans la même situation. On affronte actuellement un rebond épidémique extrêmement grave. Il faut le dire, le deuxième pic épidémique, malheureusement, est désormais responsable de plus de décès que le premier pic épidémique, et ceci partout. L'Allemagne en est la démonstration. Effectivement, elle a été plutôt bien protégée au cours du premier pic épidémique, et désormais, on a beaucoup de décès outre-Rhin. Oui, on l'a vu avec Angela Merkel qui a confiné et qui était d'ailleurs très émue quand elle l'a annoncé. Cédric de la Serre, on l'entendait aussi avec Nadine, il y a un côté un peu ras-le-bol, besoin, envie de retrouver du lien, de pouvoir à nouveau partager ensemble. J'imagine que c'est ce que vous avez perçu, en tout cas, des fidèles qui étaient à l'église hier soir. Ouais. Moi, ce que je sens, c'est que y a une tension dans notre société et peut-être dans nos personnes entre une nécessité de prendre les moyens de préserver la vie, donc les gestes barrières, les contraintes qui nous sont imposées et qui peuvent être éprouvantes, très éprouvantes pour certains. Je ne parle pas d'abord pour moi, mais pour des commerçants qui peuvent pas ouvrir, des choses comme ça. Bien sûr. Et en même temps, on sent aussi que préserver la vie biologique seule, ça suffit pas. Nous sommes faits pour vivre en société, et il y a une espèce d'équilibre très difficile à trouver entre le respect de la vie nue, on pourrait dire la vie juste biologique, la survie corporelle, et puis tout le reste qui fait aussi la vie et qui est nécessaire pour que cette vie biologique ait du sens. Je crois qu'il y a une question de sens derrière ça. Si on prend tous les moyens pour survivre biologiquement sans savoir pourquoi on vit, ça ne va pas. Si on est submergé par un virus qui tue trop, ça ne va pas non plus. Et la tension entre les deux, je pense, est très difficile. Et on sent tous les gouvernements du monde un peu à tâtons chercher un équilibre entre les deux. Alors, ça peut être un peu variant d'un pays à l'autre, mais la tendance est un peu la même, c'est-à-dire de donner des règles contraignantes, mais de jauger ces règles-là, de les varier pour que la vie sociale, la vie humaine, la vie familiale puisse demeurer. Je sens quelque chose de très compliqué et en même temps d'intéressant de se dire, voilà, qu'est-ce que notre vie, qu'est-ce qui donne du sens à notre vie ? C'est beaucoup plus que simplement préserver notre corps et notre vie biologique.
Mais en tout cas, c'est peut-être ça le chamboulement de cette année, c'est de pouvoir trouver aussi pour chacun cet équilibre-là, peut-être. En tout cas, ces mois qu'on a vécus, qui ont été particulièrement difficiles à vivre, ils donnent peut-être encore plus de sens, vous parliez de sens, Cédric Delasserre, à ce Noël ? Eh ben oui, certainement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de partager hier avec les gens qui étaient là, de réfléchir sur quoi on fonde notre espérance. Qu'est-ce qui donne du sens à notre vie ? C'est une question qui est très personnelle, très profonde, assez complexe parce que notre société ne sait pas très bien répondre à cette question-là. Donner un cadre de vie, elle sait faire. Donner des règles sanitaires, elle sait faire. Donner du sens, beaucoup sont très démunis face à ça. Et donc moi, j'ai essayé de partager à partir de ma très modeste expérience et puis de mes intuitions, qu'est-ce qui peut donner du sens à la vie. Et une de mes intuitions, c'est de découvrir que la fragilité de notre vie humaine, qui est manifestée de manière douloureuse par ce Covid, la fragilité de notre vie humaine, c'est aussi un lieu d'humanisation. Découvrir qu'on est fragile, personnellement et en société, c'est quelque chose d'important. Et en découvrant cela, paradoxalement, on devient plus fort pour affronter la vie. Bruno Megarban, est-ce que l'arrivée, alors je vais parler toujours potentiellement d'espérance ou d'espoir, mais on en est tous là. Est-ce que l'arrivée du vaccin à partir de dimanche, alors pour l'instant ça va concerner que quelques personnes, mais progressivement au cours du printemps aussi, est-ce que c'est aussi un motif d'espoir pour la suite ? Est-ce que on peut espérer qu'avec le développement de cette campagne de vaccination, eh bien on puisse en venir à bout de ce virus ? Oui, tout à fait. Ça représente un réel espoir en cette fin d'année. Effectivement, ce vaccin, il en existe, comme vous le savez, différents produits, mais ce vaccin, pour celui qui va être mis à disposition dès dimanche, est très efficace. 95% de protection contre l'infection symptomatique ou la forme grave de la Covid-19. Sans effet secondaire significatif, et donc heureusement ça va nous permettre de sortir de cette période extrêmement difficile. Tout d'abord, ce vaccin sera donné aux personnes les plus âgées, les plus à risque, pour les protéger individuellement, et puis rapidement évidemment il sera disponible pour la totalité de la population adulte. L'idée évidemment c'est d'abord d'apporter une protection à l'échelle individuelle, pour éviter de faire des formes graves et de devoir aller à l'hôpital, mettre une pression sur le système hospitalier et risquer évidemment de décéder, mais également, on l'espère, mais à ce jour ça n'est pas encore prouvé, éventuellement constituer un barrage pour ralentir, voire arrêter la circulation du virus dans la population, y compris de ceux parmi nous qui souhaiteront ne pas être vaccinés. Pour terminer, Bruno Megarban, d'ici là, est-ce qu'on doit craindre un nouveau confinement, un nouveau pic de l'épidémie ? Alors, comme on a discuté tout à l'heure, effectivement, nous sommes actuellement sur un plateau relativement élevé de nouvelles contaminations. Ce plateau, malheureusement, a une tendance à l'augmentation, notamment à l'Est et en Bourgogne. Ouais. Effectivement, les fêtes risquerait d'être un facteur multiplicateur de la diffusion du virus. Donc nous craignons un rebond épidémique vers le début janvier, et dans les suites évidemment une arrivée plus importante de patients à l'hôpital. Donc les décisions de confinement, du fameux 3e confinement, seront prises si effectivement dès début janvier la circulation du virus a atteint un niveau important, laissant craindre un afflux massif de patients vers l'hôpital. On l'espère tous évidemment que ça ne sera pas le cas. Il ne faut pas le vivre comme une fatalité, mais tout faire pour l'éviter. Eh bien, en tout cas, on l'aura entendu ce message, et puis on a entendu aussi les motifs d'espoir qu'on peut avoir. Je remercie le père Cédric Delasserre, vicaire à Issy-les-Moulineaux. Merci à vous, joyeux Noël, et puis bonne messe à suivre bien sûr tout au long de ce 25 décembre. Et puis un grand merci aussi à Bruno Megarban, médecin, réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière. Merci d'avoir été avec nous, messieurs, ce matin sur Sud Radio, et encore joyeux Noël.